Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons le numéro 86. Et le micro Bulle de Bonheur est à Paris cette semaine et en présentiel. Ça, c'est vraiment sympa. Je suis avec Benjamin Zimmer. Une fois de plus, vous allez le découvrir, les gens heureux ont aussi des histoires qui sont chargées de sens et tellement dans l'actualité de notre quotidien. Benjamin, tu es auteur, conférencier, entrepreneur et dirigeant. Tu as fondé Silver Valley, le premier cluster européen de la Silver Economy. Depuis 2018, tu conseilles le groupe WeCare, spécialisé dans les services à la personne, sur les questions liées aux seniors et à la Silver Economy. Avec WeCare, tu t'es associé avec eux et vous avez créé ensemble Silver Alliance, qui est la première alliance d'entreprise du bien vieillir à domicile et que tu diriges. Avec 2 minutes ensemble, nous venons de rejoindre cette incroyable initiative et nous en sommes super heureux. Benjamin, tu as décidé d'être un acteur de cette révolution démographique en marche. Le nombre de personnes de 60 ans aura progressé de 67% en 2040 et va atteindre 22,6 millions de personnes. Ce qui nous plaît beaucoup dans tout ce que tu fais, Benjamin, c'est ton adage, quand tu dis que bien vieillir, ça se prépare tous les jours. Profiter de son temps, bien vivre chez soi, augmenter son pouvoir d'achat, se simplifier la vie administrative, aménager son logement ou encore veiller sur sa santé sont des piliers de la préservation de son capital santé et de son autonomie. Et ça, c'est des valeurs que nous défendons avec 2 minutes ensemble. Et dans chacun de ces domaines que nous venons de citer, avec Silver Alliance, vous avez identifié des experts, des solutions et des entreprises qui les proposent. Alors, il y a un autre point qui retient notre attention aussi. C'est l'importance que tu accordes à l'économie collaborative. Tu as une vision de l'entreprise qui nous parle et que nous défendons. Tu as envie de créer de la valeur pour tous. Tu démontres avec ferveur que c'est possible dans un livre que tu as coécrit où tu interroges 18 chefs d'entreprise sur leurs pratiques. Je ne peux vous conseiller que de le lire. Ce livre s'appelle « Une entreprise responsable et rentable, c'est possible » aux éditions Contenta. Bienvenue Benjamin, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui. Merci Raphaël et bonjour à tout le monde. Le podcast Bulle de Bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur. Allez, je change de regard. Alors Benjamin, première question. Qu'est-ce qui te rend heureux dans la nature ? Beaucoup de choses. La première chose, je pense, c'est de savoir les autres autour de moi heureux, bien dans leur basket, avec le sourire. Alors c'est pas tous les jours le cas actuellement avec cette histoire du Covid, mais tout dépend aussi comment on regarde les choses. Et moi, je suis un optimiste, donc moi je regarde le verre bien plein, plus que à moitié plein. D'ailleurs, je le regarde souvent bien plein parce que je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire et que cette histoire-là, c'est pas une personne ou un pays qui est responsable, mais c'est une histoire collective. Donc la solution, on la trouvera collectivement. Et puis comme on est des gens intelligents, il n'y a pas de raison qu'on ne la trouve pas tous ensemble. Ça prendra peut-être du temps, mais voilà, l'humanité est longue aussi, hein, et puis on n'est pas grand-chose dans l'histoire de l'humanité, mais on va trouver. Et puis après ça, voilà, quand j'ai dit ça, je suis un épicurien, donc il y a plein de choses que j'aime, la musique, la littérature, la gastronomie, le sport, tout quoi. Tu parlais tout à l'heure que tu étais un grand optimiste. Dis-moi, un optimiste, tu aimes la collaboration aussi. Quels sont les liens que tu feras entre ces deux mots ? Je me suis jamais posé cette question-là. Je pense que pour être optimiste, il faut que tu trouves d'autres gens en face de toi qui sont optimistes. Parce que si tu es optimiste et que tu as une porte froide devant toi, ça doit être difficile. Donc moi, au travers de toutes mes activités, j'ai toujours eu des gens autour de moi qui avaient des convictions, qui avaient des valeurs, qui étaient souvent en synergie avec moi, voire en synchronisation, comme on dit. Et puis parfois c'était le contraire, mais c'était aussi très bien d'avoir des gens avec qui ça fitait pas, parce qu'on apprenait beaucoup de choses. Donc je pense que optimiste et collaboration, ouais, ça va de pair. Et je pense qu'en fait il y a plein de choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place, qu'on commence à pressentir, à toucher du doigt en tout cas. Et je crois qu'effectivement la valeur du collectif va reprendre le pas sur la valeur de l'individu, parce que les modèles comme on a connu en économie capitaliste à outrance, ça marche pas. Ça marche à court terme pour certains,
mais sur le long terme, pour tous, c'est pas assez profitable. Benjamin, deuxième question. Une valeur humaine qui te rend heureux. Celle qui fait à peu près, je vais dire, le ciment de toutes mes activités professionnelles et personnelles, c'est la solidarité. Moi, je suis un gamin, enfin maintenant je suis un adulte, mais ma maman a tenu un bar pendant à peu près 17 ans. Donc je suis né dans le bar, qui est la maison familiale aujourd'hui. Ma mère a arrêté ses activités. Mon papa, il est professeur et en fait toujours eu, le besoin d'interagir avec les autres. J'ai appris à marcher, mes premiers pas, je les ai faits dans un bar parce que mon père il était en cours, ma mère était forcément dans le bar. Donc j'ai appris à rencontrer des gens différentes couleurs, différentes, qui exerçaient différents métiers, qui avaient différents problèmes. Et comme quoi la bif fait pas le moine, parce que j'ai vu des gens bien habillés qui dans leur tête étaient bien en désordre, et puis à l'inverse aussi. Et puis j'ai grandi dedans. Et en fait, ce que j'en ai tiré, c'est ça la solidarité, c'est-à-dire que dans les moments joyeux comme dans les moments malheureux, c'est la main tendue vers l'autre qui est importante. Que tu sois riche ou pas, et d'ailleurs riche, ça veut pas dire grand-chose, enfin en tout cas pour moi. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui fait le ciment de toutes mes activités. C'est pour ça que quand j'ai fondé Silver Valley, il fallait le faire collectivement. Silver Alliance, il fallait le faire collectivement. Ce qui était intéressant avec Silver Alliance, c'est que c'était un modèle d'entreprise, donc avec aussi un rapport capital, puisque création d'une entreprise, SAS, avec des actions simplifiées avec un groupe, il y avait cette notion-là d'être rentable, et c'est obligatoire d'être rentable quand tu crées une entreprise. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps long. D'abord, avant d'être rentable, être responsable, et dans responsable, y être solidaire. Mhm. Ça a fait le lien aussi avec ce dont on parlait tout à l'heure, la solidarité, la collaboration. Oui. En fait, il y a quelque chose qui est très lié. Ouais, c'est toutes ces valeurs-là, pour moi, elles sont à mettre dans le même socle. Et d'ailleurs, je pense que la somme de ces valeurs-là, ça fait la confiance dans la charte de valeurs de Silver Alliance. La somme de nos valeurs, dedans, il y a la solidarité, il y a la transparence, il y a l'éthique. Tout ça conduit à la confiance. Quand tu mets pas ces valeurs-là, en fait, dans un panier commun, tu peux pas créer une relation de confiance, soit amoureuse ou professionnelle, qu'une autre partie que toi-même. Et c'est ce qui va, du coup, bâtir, encore une fois, je pense, la confiance. Et donc, oui, moi, je suis un éternel convaincu de tout ça. Quand je faisais ma thèse de doctorat à Centrale, quand j'avais soutenu ma thèse, j'avais comme président de jury un professeur qui s'appelle Gilles Le Cardinal, qui est un professeur qui a écrit un livre aux éditions Duno qui s'appelle La dynamique de la coopération. Et donc c'est un professeur qui était pote avec Stéphane Hessel, avec Jean-Louis Lemoigne, et d'autres systématiciens. Et moi, je suis un adepte de la systématique. Penser global plutôt que penser local. Mais comme notre cerveau, il aime pas le global parce que c'est complexe, généralement, il fait du local. Et dans le business, c'est pareil. Dès que c'est complexe, on revient au local. Et c'est ce qui me plaît, moi, dans les écosystèmes ou dans le montage d'alliances, c'est justement de faire travailler plusieurs intelligences ou plusieurs marchés ensemble pour trouver une solution commune. Et donc, on en revient toujours pareil. Et pour faire ça, il faut être solidaire. Mhm. Ce qui apporte aussi, tu parlais tout à l'heure de ce mot de richesse, c'est ce qui apporte aussi la richesse. Oui. La richesse pas pécuniaire, mais oui. la richesse de la rencontre, la richesse de la coopération, la richesse de la solidarité. Ouais. Et que finalement, ce mot richesse, il est beaucoup, beaucoup plus vaste qu'une bourse remplie de pièces d'or. Exactement. Et j'en parlais jeudi soir à mes parents qui me disaient Simon, 2020, ça risque d'être compliqué. Est-ce que tu vas avoir des problèmes de salaire, etc. Parce que forcément, les parents s'intéressent toujours au bonheur de leurs enfants. Et je leur disais, mais quoi qu'il m'arrive, même si demain, j'ai plus rien, j'aurai quelque chose que beaucoup n'ont pas. C'est la richesse de beaucoup de contacts, c'est la connaissance de beaucoup de choses. Et je me rappelle, j'ai un exemple très concret de ça qui l'illustre. C'est mon expérience, parce que j'ai vécu un petit peu de temps au Québec. C'est l'expérience que j'avais. Je me rappellerai, je l'ai fait avec ma femme, donc on a l'expérience commune. Mais je me rappelle très bien avoir vécu un moment où j'étais dans le cabinet à l'époque du ministre de la Santé, que je connaissais très bien parce qu'il avait été quelques années auparavant mon mentor, à savoir Régent Hébert, était ministre de la Santé.
Alors c'était un peu surréaliste pour moi parce que j'avais même un garde du corps pour une mission que je faisais dans le cadre de mes activités à Silver Valley, mais pour le ministère de la Santé québécois. Donc ça, c'était le vendredi. Et le samedi, j'étais avec mon pote qui habite à Saint-Donat dans le nord du Québec, qui lui est trappeur. Et en fait, c'était assez intéressant de voir qu'on pouvait passer d'un univers un peu complexe, avec des paillettes, etc., où tout est organisé, sophistiqué, etc., à quelque chose où, en fait, on est en communion avec la nature. Et pour autant, les deux, en fait, ils ont le même mindset. Alors, je les ai jamais fait se rencontrer. Je pense que ça arrivera un jour dans ma vie. Les Québécois, en fait, ils sont connus pour ça. Et moi, en tout cas, je l'ai ressenti. Ils sont simples. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont simplés, mais ils se prennent pas la tête. Contrairement aux Français, ils vont beaucoup se prendre la tête avant de savoir si est-ce que je peux rentrer en relation avec lui, qui est-ce qu'il fréquente, etc. Là, en fait, on va au but, quoi. Et je trouve que ouais, voilà, ça correspond pas mal à ma façon d'être. Tout à fait. Moi, je rejoins complètement ton expérience québécoise pour y avoir habité. J'ai beaucoup apprécié là-bas, ou en tous les cas, j'ai appris combien ça valait le coup de tenter des expériences. C'est ça. Et quel que soit le résultat, que ça soit réussi ou non, quoi qu'il arrive, l'expérience, ça le fait grandir. Ouais. Et ça permet d'oser sortir de sa zone de confort, et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Ouais, et en tout cas, pour l'entrepreneur que je suis, sortir de sa zone de confort, même dans ses relations personnelles, je trouve que c'est une expérience effectivement qui a beaucoup de sens et qui durcit un esprit, renforce en fait des idées ou des convictions. Je pense que c'est nécessaire de sortir de sa zone de confort quand on est entrepreneur. Tout à fait, tout à fait. Enfin, j'en parle souvent dans les podcasts. Quand on sort de sa zone de confort, il y a une première bande qui est la zone d'audace, et puis une autre bande qui est la zone de danger. Donc l'idée, c'est de savoir que quand on sort de sa zone de confort, c'est vraiment d'aller dans sa zone d'audace et de pas trop aller flirter avec la zone de danger, qui est là où on prend des risques qui sont inconsidérés. Et après ça, quand on va flirter avec cette zone de danger, c'est là après ça où on se recroqueville dans sa zone de confort qui se rétrécit de plus en plus. Ouais, et ça, c'est bien le problème de beaucoup de personnes qui sont en entreprise, qui ont plein d'idées, mais qui, parce qu'ils doivent à la fin du mois manger, rembourser un prêt, faire vivre leur famille, etc., en fait, sont enfermés dans cette zone. Et c'est, à mon avis, le rôle du manager en 2021 que justement de les aider à casser cette bulle, en fait, pour justement exprimer à fond leur créativité, parce que un salarié heureux dans son entreprise, il fait performer son entreprise. Donc, c'est vraiment le rôle du manager, ça. Donc, moi, j'y crois beaucoup. Moi, à titre perso, par exemple, j'ai rejoint le groupe WeCare avec cette analyse des risques, en me disant, écoute, t'as 2 enfants, ta femme travaille pas, tu quittes un poste où t'étais bien, donc il faut pas non plus faire n'importe quoi. Et donc, moi, j'ai rejoint un groupe avec le groupe comme, en gros, ma banque, qui me prête de l'argent pour faire avancer Silver Alliance, évidemment avec une logique derrière de rentabilité, puis qui me paye pour le faire. Donc j'ai un salaire et en même temps je suis associé au capital, donc j'ai les deux. Je suis un intrapreneur. Et ça, je trouve que c'est pas mal intéressant à mon âge de pouvoir coupler ces deux choses-là. Je reviendrai certainement entrepreneur dans une dizaine d'années où grosso modo peut-être mes enfants n'auront peut-être plus les mêmes besoins. Et puis moi aussi par ailleurs, pour justement reprendre encore plus de risques, parce qu'une vie sans risque, c'est pas une vie. Mais des risques considérés. Donc plus et à en zone minimiser. d'audace. Exactement. Ouais, tout à fait. Et à côté Mais de ça, c'est ce que je reproche moi aux gouvernants dans tous les pays du monde actuel, c'est leur manque d'audace, quoi. Et je connais quelqu'un qui me disait très souvent, on est toujours puni par son manque d'audace. J'aime beaucoup cette phrase. Je reviens aussi le fait de sortir de sa zone de confort, et que ça vient rejoindre ce dont tu parlais avant. C'est que pour aussi sortir de sa zone tu parlais des managers, de sa zone de confort et rentrer en zone d'audace pour justement libérer la créativité, c'est important aussi que la confiance soit là. Il faut que la personne soit en sécurité. Si elle n'est pas en sécurité, elle n'a pas capacité à pouvoir justement libérer sa créativité. Et c'est là où je te rejoins dans le rôle du manager, d'arriver à mettre les gens en confiance, donc par solidarité, avec la coopération, avec les valeurs qui animent, avec de l'optimisme, comme on en parlait, pour véritablement les aider à aller libérer leur créativité. Ouais, ça fait partie, pour moi, c'est essentiel. Et puis à cette valeur-là, je rajouterais la transparence. C'est-à-dire que moi, il y a des choses
Il y a des résultats encore qui sont dans l'Alliance qui sont pas encore parfaits. D'ailleurs, je sais pas s'ils seront parfaits un jour, mais par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés, on peut faire beaucoup mieux. Mais le beaucoup mieux, en fait, encore une fois, c'est collectif. C'est parce que on fait pas encore beaucoup mieux parce que tout le monde se disait bon, attends, on va déjà voir comment ça marche. Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance à d'autres partenaires de l'Alliance, etc. Donc ça prend un petit peu de temps. Sur le papier, ça prend 3 minutes de l'écrire. Dans la réalité, ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. Et encore là, je pense que l'avènement, enfin, la crise qu'on a vécue, en fait, elle a renforcé les liens entre mes membres, parce que c'est dans ces moments-là, dans les moments de doute, d'incertitude, etc., que, à mon avis, se révèlent les vrais talents, les vraies valeurs. Et puis, de toute façon, on est à poil, hein, donc il n'y a pas le choix, il faut y aller, quoi. Donc, moi, je pense que j'ai gagné la confiance de dirigeants de grosses marques pendant cette année qui vient de se passer. Je pense que l'année qui vient, faut pas se leurrer, elle sera très difficile parce que à la casse sanitaire risque d'y avoir une casse sociale. Mais dans le contexte dans lequel on est, nous, enfin dans le secteur dans lequel on est, on va pas arrêter les vieux de vieillir. C'est sûr. Et il va falloir les aider. Donc, je pense que on pourra le faire que si collectivement on arrive à bien travailler ensemble, quoi. Donc moi, je crois beaucoup à ces vraies valeurs, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, elles sont clairement remises en cause, pas au sein de l'Alliance, mais globalement dans la société. On voit bien il y a plein d'acteurs qui essaient aussi de tirer profit, peut-être de manière mauvais pour l'intérêt général, mauvais pour la planète, mais en tout cas qui essaient de prendre la place, de déstabiliser l'ordre géopolitique, de fermer les yeux sur la crise sanitaire, sur la crise climatique, etc., dans un intérêt purement personnel à très court terme. Bon, ces gens-là, il faut pas leur laisser la parole, ou en tout cas, faut débattre avec eux pour leur montrer que non, il y a une autre voie qui est possible. Et clairement, celle que je pense, c'est celle-ci, collective, ou d'ailleurs, quand l'intérêt général domine, les intérêts personnels fructifient. Donc, faut jamais l'oublier, quoi. Donc, si ça marche collectivement, je m'enrichirai personnellement. Par contre, si je m'enrichis personnellement, je risque, si je ne pense qu'à ça, je risque d'être tenté et du coup de nuire au collectif. Donc, il faut remettre les choses à leur place pour moi. Alors, notre troisième question, Benjamin, quel est l'événement qui t'a rendu le plus heureux? C'est une question qui est horrible. Parce que si on m'écoute, on me dira, tu n'avais pas le droit de dire ça. Alors, évidemment, comme tout père, je vais dire la naissance de mes enfants. Parce que c'est un événement qui m'a rendu très heureux. Est-ce que c'est l'événement qui m'a rendu le plus heureux? Difficile à dire, en fait, parce que rencontrer ma femme, ça a été un moment exceptionnel. Te rencontrer, c'est un moment exceptionnel. Travailler avec, m'associer au groupe WeCare, ça a été un événement aussi exceptionnel. Enfin, il y a des événements où il y a plus d'intensité. Moi, je pense que il y a quand même un événement qui, dans ma vie, a été déclencheur d'une prise de conscience de ma part. C'est ma rencontre avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Ismaël Guéliori. Alors lui, c'est quelqu'un qu'il faudrait interroger parce que lui, il est exceptionnel. Il est né avec un pied en moins. Et du coup, il en a fait sa force de ce pied en moins. Et aujourd'hui, il doit avoir une quarantaine d'années. Il fait du surf à très haut niveau. Waouh. Et en fait, moi, je l'ai rencontré parce que j'étais un mordu de skateboard, de wakeboard et compagnie plus petit. Puis, il avait une association. Et cette association, elle existe toujours. Elle s'appelle Vague d'Espoir. VAGDESPOIR. Et l'idée, c'est de promouvoir des sports de glisse par des personnes dites invalides aux valides. Donc, renverser la vapeur. Moi, j'ai appris 2-3 choses avec des personnes aveugles, des personnes tétraplégiques ou paraplégiques, et beaucoup avec Ismaël. Et donc, en fait, l'histoire, c'est que Ismaël, étant amputé, et moi, étant ingénieur et spécialisé dans la biomécanique, et en particulier sur la marche humaine, on réfléchissait à comment optimiser sa prothèse, en fait, tout simplement. Et puis à regarder après s'il n'y avait pas une création d'entreprise derrière à faire, parce qu'il n'y a pas que lui qui est dans cette situation-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter des centres de rééducation. Et dans les centres de rééducation, j'ai vu que beaucoup de gens qui étaient amputés étaient des amputés dits vasculaires.
donc à cause d'une mauvaise hygiène de vie, etc. Et que généralement, c'était des personnes âgées. Et que c'est ça qui m'a emmené au Québec pour comprendre pourquoi les personnes âgées. Et donc, du coup, j'ai travaillé dans un centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke. C'est là où j'ai rencontré l'ancien ministre de la Santé, Régent Hébert. Donc, je pense que cet événement-là a été un événement qui a déclenché beaucoup parce que, en fait, de cet événement-là, je lui dois tous les autres événements. Et si j'avais pas rencontré un jour Ismaël sur une piste de ski à Ax-les-Thermes, on se les caillait avec son petit camtar pour aller skier. S'il avait pas à la réception d'un saut avec son surf pété sa prothèse, en fait, j'aurais jamais vu le regard de tous les badauds qui étaient autour, qui le regardaient surfer et qui disent oh, waouh, il sait faire ça, mais en plus il est amputé. Et en fait, de ce moment-là, je me suis rappelé que notre regard, et c'est pour ça que le rêve de senior, hein, ça remonte à 20 ans. Hein. Notre regard, en fait, conditionné par plein de choses qu'on nous met dans les médias, dans la presse, etc. Et que, en fait, les gens, ils croient que parce que il te manque un bout de jambe, t'es pas capable de faire. Et en fait, lui, il a démontré que avec un bout de jambe renforcé, parce que c'est une prothèse, il est capable de faire des choses que d'autres qui ont 2 jambes ne savent pas faire. Ça pas faire. Et ça, pour moi, c'est le plus grand message d'espoir qu'on peut donner dans une vie. C'est de montrer que tout est possible. Donc, ça rejoint un peu à ta question de tout à l'heure sur la question de la richesse, etc. L'avoir comme pote, lui, ça me suffit. Ouais. À côté de ça, tu as eu la richesse aussi de le regarder ce jour-là. C'est-à-dire, tu as eu cet élan de solidarité à son égard. Tu aurais pu passer à côté de cet homme qui est tombé et puis passer et continuer à descendre ta piste. C'est sûr, mais là, tu t'es arrêté. Donc, il y a peut-être un bout en moi où il manque un bout. Mais... il y a peut-être une question de protège chez moi, dans ma tête, je sais pas. Mais Benjamin, notre 4e question. Quel est ton secret pour être heureux? J'ai pas fait de thèse là-dessus. Mais être aligné avec mes valeurs, tout simplement. Je pense que t'es malheureux quand tu te trahis. Moi, je me trahis pas. Je suis vrai, quoi. Je comprends pas que en 2009, un schéma que j'avais fait de synthèse sur d'où on part, où il faut aller avec des gériades, des professeurs, enfin beaucoup de personnes imminentes. C'était un peu la base du travail de la construction de Silver Valley à l'époque. 11 ans ou 12 ans après, on en soit au même point, en fait. Il s'est rien passé en matière de la transformation de notre système de prise en charge des personnes âgées. On sait qu'il faut aller vers le domicile. Pour autant, on reste encore très concentré sur les établissements. Là, ça fait 6 mois, 1 an, qu'on ne parle que Covid, EHPAD, alors qu'on devrait parler aussi Covid et domicile. On ne parle que de valoriser les acteurs de la santé, alors qu'il faut aussi valoriser les acteurs du domicile. On a été pendant très longtemps sur un système qui est d'ailleurs toujours très hospitalo-centré, alors qu'il devrait être concentré sur le domestico-centré. On est dans la performance médicale, alors qu'on devrait être dans la performance de la qualité de vie. Ça sert à rien de donner des années à la vie si la personne n'a pas envie de vivre. Il faut chercher à donner de la vie aux aînés, plutôt. Moi, je dis souvent que à la quantité de vie, il faudrait rajouter de la qualité de vie. Et tout ça, en fait, on l'a déjà décrit il y a une dizaine d'années. Et avant nous, il y en avait qui l'avaient déjà décrit. Et je trouve que ça, c'est désespérant, en fait. Ça me donne encore aussi de l'énergie pour aller contre ça. Mais je comprends pas qu'on n'aille pas vers plus de recherche de qualité de vie au domicile. C'est vraiment quelque chose qui je comprends pas, et c'est ce qui me perturbe dans pas mal d'acteurs de la Silver Economy, c'est qu'on regarde tout le temps les 7 ou 8% de personnes âgées qui sont en situation de dépendance, oui. Et on oublie les 92% qui vont pas trop mal, et qui par contre risquent de venir en situation de dépendance si elles, on les écoute pas et on change pas leur vie. C'est tout le positionnement de Silver Alliance. C'est vraiment d'aller aider à apporter de la qualité de vie. Clairement, c'est tellement important. Et puis, comme on en parlait aussi avec ce lien social, ne pas l'oublier. Je l'ai déjà dit plein de fois, les personnes ne sont pas que des corps malades ou des corps vieillissants, ce sont aussi des personnes qui ont des pensées, des émotions, et que c'est important qu'elles soient écoutées, regardées, comprises, partagées. Et c'est fondamental. Et hop, je me lance. Dis-moi, Benjamin, notre question suivante, quels sont tes 3 synonymes de bonheur? Alors, je sais pas si c'est des synonymes, mais le bien-être, ou en fait être en synchronisation entre tes idées et tes actions, tes faits, tes gestes, puis les gens que tu choisis pour être dans ta vie et autour de toi.
Bah, le bonheur, c'est... alors, je sais pas si, encore une fois, c'est synonyme, mais je pense que c'est corrélé. C'est toutes ces choses autour de la solidarité. Je pense qu'on est heureux, ça sera le troisième, être heureux. Mais je pense que quand on est heureux, parce qu'autour de soi, les gens sont heureux, et je pense que ça marche parce qu'ils sont solidaires entre eux, bah forcément, ça crée les conditions d'être du bonheur, quoi. Donc le bonheur, pour moi, c'est ça, c'est la synchronisation sur soi-même, sur ses valeurs, etc. Faire ce que je dis et pas simplement dire ce que je fais. Être du coup, voilà, engagé. Parce que dans l'engagement, tu as toujours de la réciprocité. C'est ce que m'ont appris justement les systématiciens, que le tout est toujours compris dans la partie et chaque partie fait le tout. Donc si tu raisonnes, il faut global, local, local, global. Tout ça, c'est corrélé. Donc il faut vraiment le faire comme ça. Donc je pense que tout ça, ça conduit à à créer le terreau du bonheur. Clairement. Mais en tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que toutes les études qui ont été faites sur le bonheur démontrent que les personnes qui sont en lien avec leurs valeurs, c'est-à-dire qui sont alignées, à la fois dans leurs pensées, à la fois dans leurs émotions et dans leur corps, sont des gens qui sont plus heureux. Ouais. Donc, et il m'arrive d'avoir de temps en temps des maux de dos. Et je pense que c'est un message que m'envoie mon corps en me disant, là, il y a un truc que tu fais. Alors parfois, c'est parce que j'ai trop travaillé sur un écran, etc. Et du coup, j'ai développé une petite tension. Mais mon corps m'envoie un message en disant, bah là, t'es pas aligné avec toi-même. t'en as peut-être plein le dos à ce moment-là. Tu devrais peut-être t'arrêter. Benjamin, notre dernière question. En 2 minutes, qu'est-ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux ? D'écouter la petite voix qu'ils ont en eux, de réaliser ce que leur petite voix leur dit, même si ça leur paraît, impossible. Bah, ce qui est impossible, en fait, est possible. Après, évidemment, d'aller d'aller se construire une villa sur Mars, c'est compliqué, mais c'est pas infaisable à l'échelle de l'humanité. Je suis sûr qu'un jour, on arrivera à y aller, et après, pourquoi pas à coloniser et puis habiter là-bas. Mais c'est sûr qu'à notre échelle aujourd'hui, là, ça va être compliqué. Mais écoutez la petite voix qu'on a dans sa tête, écoutez son cœur, parce que ce qui est dans la tête est corrélé forcément au cœur. Et puis, bah, utiliser, voilà, tous ses membres pour pouvoir être dans la dynamique et le réaliser. Donc, moi, c'est ce que je dirais à tes auditeurs. C'est vraiment de s'écouter, en fait. Et de pas avoir peur de se réaliser, quoi. Ils auront de toute façon, quoi qu'il arrive, des gens, des montagnes qui vont se dresser devant eux. Parce que c'est le propre de l'humain que de mettre des barrières. Ça crée beaucoup de jalousie. Mais c'est pas grave. Si vous êtes, je pense que si cette idée-là revient, enfin, la petite voix revient tous les jours, à un moment, il faut passer à l'acte. Et puis, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si ça marche pas, on n'aura rien perdu. On aura au moins essayé. Exactement. Et donc, de ce que tu parles de la petite voix, c'est la petite voix positive. Hein. C'est la Bien petite sûr. voix, c'est pas la petite voix qui... Parce qu'on peut avoir 2 types de petites voix. Tu as la petite voix qui te fait grandir et qui te pousse vers tes rêves. Et puis cette petite voix qui dit non, t'es pas capable, de toute façon, tu pourras jamais faire. Donc celle-là... C'est dans les sacs cartoons, c'est les deux, Exactement. quoi. Le diable et l'ange. Donc, faut mieux écouter l'ange que le diable. Même si le diable, des fois, il fait ses garde-fous, en fait, parce qu'il dit à l'ange... voilà, c'est trop beau ce que tu dis. C'est trop impossible. Mais je pense que ouais, il faut quand même, voilà, l'optimisme et la positive attitude, c'est nécessaire. Et puis je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Il faut vivre avec ses galères. C'est grâce aux galères aussi qu'on a des moments de plaisir, parce qu'on va célébrer d'avoir balayé un problème. Donc il faut accepter tout ça. Pour terminer, on a toujours une tradition à Bulle de Bonheur, c'est de terminer avec une citation. On l'appelle la petite mousse. Et cette petite mousse, en fait, elle me vient de mon père, qui le disait tout le temps. Et cette phrase, c'est une citation d'Hegel qui dit « Rien de grand ne se fait sans la passion ». Et je trouve que ça résume bien les propos que nous avons eus aujourd'hui. Ouais, je trouve aussi, et je vais l'adopter. Je vais l'adopter parce que je trouve qu'elle est simple et c'est quelques mots qui, à mon avis, définissent l'ambition. Et j'aime bien ça. En tout cas, merci Benjamin. Merci beaucoup. C'était super. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles.
laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à notre newsletter en allant sur notre site 2minutesdebonheur.com, 2 en chiffres, pour être notifié de nos prochains épisodes. Également, profitez de toutes nos astuces sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, 2 minutes de bonheur. Enfin, Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.